Et oui, merci beaucoup au colonel Jacques Beau pour ses excellentes analyses et son expertise qui est nécessaire sur un sujet aussi complexe que la situation au Moyen-Orient. J'espère qu'on pourra le recevoir à nouveau très bientôt parce que le mois de janvier, je pense, va être riche en actualité et en transformation avec surtout la prise effective du pouvoir par Donald Trump. Donc, ce sera une situation à surveiller. Donc, merci encore au colonel Jacques Beau. Et je le rappelle, on salue aussi les camarades des éditions Max Milo qui réalisent un excellent travail. Il y a de multiples auteurs qui sont très bons. Je salue aussi, par exemple, le camarade Lucien Cerise qui est édité là-bas. On va pouvoir attaquer un autre sujet extrêmement important pour attaquer cette année 2025. Et quoi de mieux pour parler du sujet chinois? Eh bien, de l'une des seules peut-être personnes qui produit un travail francophone et qui a réussi en tout cas à percer, qui perce de plus en plus, et ça fait très plaisir, que Laurent Michelon pour parler du sujet chinois. Bonjour Laurent, bonne année 2025. Bonjour Raphaël, bonne année à toi et bonne année à tous les auditeurs de GPTV. Alors, je le rappelle, Laurent Michelon, auteur d'une version, d'une édition revue et augmentée de Comprendre la relation Chine-Occident que vous pouvez acheter directement sur les réseaux. C'est en auto-édition. Il y a aussi, je crois, un format numérique, si je ne me trompe pas, qui n'est pas encore sorti. C'est la version Pas papier. encore. Voilà. Oui. Donc, je vous invite Il y a fortement. une version chinoise, sinon, si ça intéresse les gens. Exactement, une traduction qui est aussi symbolique parce que cet ouvrage est un ouvrage de référence. Je ne peux que vous inviter, chers spectateurs, à le prendre et à le lire parce que ça permet d'avoir des fondamentaux pour essayer de comprendre l'esprit chinois. Et là, on va pouvoir aborder un sujet, c'est-à-dire deux salles, deux ambiances. Fin d'année, discours du président Emmanuel Macron, un discours absolument creux avec une voix d'acteur fatigué et sans influence, un programme confus, mystérieux, un bilan très négatif de la division, des problèmes à gérer pour les Français, une remise en question, les Français vont devoir être mobilisés pour trancher. Et de l'autre côté, eh bien, un discours incroyable, qu'on peut dire. Alors là, il y a un contraste phénoménal. Xi Jinping s'est exprimé pendant plus de 10 minutes pour envoyer un message donc aux Chinois. Un discours complètement différent parce qu'on pouvait voir tout simplement des mentions concrètes des projets qui ont été développés au sein de la Chine sur les relations extérieures, des innovations technologiques, des actions économiques, diplomatiques, etc. Donc, tout d'abord, Laurent, un petit mot peut-être sur ce discours qui est vraiment important. J'invite tous nos spectateurs à regarder, il y a les traductions qui sont là. Vraiment, il n'y a rien de plus symbolique pour voir une nation qui est en pleine vitalité ou une qui est en pleine décadence. Qu'a-t-il exactement été dit et comment interpréter le discours de Xi Jinping? Effectivement, le contraste est saisissant avec le discours de Macron, comme tu disais, qui était creux, qui était, on va dire, défaitiste. Il a commencé avec un petit mea culpa du bout des lèvres, mais rapidement, il s'est remis à insulter les Français qu'il trouvait endormis et pessimistes. Pareil avec les Européens. On voit que finalement, son discours a porté beaucoup plus sur l'Union européenne, donc il n'est pas encore le président. Il y a peut-être une espérance de ce côté-là, mais il parle plus que de l'Europe que de la France. Et comme je disais dans un de mes posts, c'est parce qu'en fait, son réel employé, c'est l'Union européenne, c'est pas le peuple français qui l'a élu. Voilà, bon, ça c'est pour la partie Macron, donc assez insignifiante et que je pense que beaucoup de gens ont déjà vu. Du côté de la Chine, effectivement, le contraste était saisissant parce que c'était un message d'abord de félicitations au peuple chinois sur toutes les avancées qui ont été produites par le peuple chinois dans les 12 derniers mois. Il faut voir la vitesse à laquelle vont les innovations de la Chine. Également un message de félicitations parce qu'il y a eu un certain nombre de tragédies en Chine, des tragédies naturelles, des tragédies humaines, dans lesquelles le peuple chinois s'est exprimé comme un seul homme. Et vraiment, on a pu voir le peuple chinois se serrer les coudes dans l'adversité. Ce qui est exactement l'inverse de ce que disait Macron dans son discours où il admettait que la dissolution de l'Assemblée nationale avait créé plus de divisions que de solutions en France. Donc voilà, un message d'abord de félicitations au peuple chinois sur les grandes avancées technologiques, que ce soit l'exploration spatiale, marine, polaire, les grandes avancées technologiques face aux restrictions auxquelles fait face la Chine, puisqu'il faut bien se rappeler que la Chine n'est plus autorisée par les États-Unis et par le reste de l'Occident à acheter un certain nombre de technologies qui lui permettraient de rattraper, on va dire, son retard technologique sur l'Occident. Donc, on voit qu'il y a vraiment, c'est pas juste une guerre commerciale qui est faite à la Chine, c'est une guerre technologique qui est faite pour freiner son développement. Et malgré ça, la Chine arrive
a rattrapé son retard se retroussant les manches, en mettant des dizaines de milliers d'ingénieurs dans un laboratoire s'il le faut pour rattraper son retard. Et enfin, il a rappelé la position de la Chine sur l'échiquier international en mettant bien en avant les tentatives de médiation de la Chine sur plusieurs dossiers, les réussites d'ailleurs diplomatiques de la Chine sur plusieurs dossiers, et le fait que la Chine était prête à travailler avec n'importe quel État dans le monde qui souhaiterait comme elle l'établissement de la paix et de la prospérité dans le monde. Et dans l'expression consacrée dans les discours politiques chinois, c'est le destin, la communauté de destin de l'humanité. Et donc, on voit vraiment un message qui était à destination donc domestique, nationale pour les Chinois, mais sans oublier la dimension universelle, où il est bien précisé que la Chine s'inscrit complètement dans la recherche universelle du bonheur. Et il a d'ailleurs énuméré tous les points qui en Chine sont les priorités du gouvernement chinois, que sont l'éducation, que sont l'emploi, que sont les retraites, parce qu'il dit ça, ce sont des points tangibles du bonheur du peuple chinois, et c'est des questions qui sont universelles. Et on voit que donc le gouvernement chinois s'occupe de ces préoccupations, on va dire populaires en Chine, alors qu'on se rend compte que en tout cas en Occident, c'est plus du tout le cas. Absolument. Donc même si on sait que ce type de discours aussi va être orienté vers la grandeur de la nation, c'est basé sur des faits objectifs. C'est ça aussi qui est intéressant. Ce discours est accompagné de montages vidéo où on peut voir toutes les innovations concrètes, où on peut voir aussi Xi Jinping au sein de la population, des différentes populations, parce qu'il s'est beaucoup déplacé en Chine pour pouvoir prendre la température, communiquer avec des populations. Il a aussi parlé de la cohésion et de l'union de certaines minorités ethnique. C'est vraiment, il a pu s'exprimer sur tous les terrains. Alors voilà, il y a eu un aspect très important, et ça c'est vrai, c'est que alors qu'Emmanuel Macron nous parlait d'Union européenne comme d'habitude, et de naïveté des Français et du fait qu'il fallait trancher, blablabla. Enfin, malheureusement, c'est vraiment d'une tristesse telle qu'on n'a pas grand-chose à dire. Des termes vraiment très précis et très forts de la part de Xi Jinping, qui semble nous rappeler la voix médiane chinoise, qui d'ailleurs fera tout l'objet d'un article qui paraîtra très bientôt. Nous sommes très heureux de pouvoir annoncer que Laurent Michelon participe à la revue mensuelle de géopolitique profonde dès le mois prochain. Il a parlé donc vraiment du destin de l'humanité, de la stabilité de l'humanité. Et 2024 a été une année aussi riche en événements de la part de la Chine en tant que médiateur mondial. Peut-être revenir sur ce qu'a fait concrètement la Chine sur les différents théâtres diplomatiques. Je pense que c'est important de passer en revue rapidement ce qui a été fait, parce que ça nous permettrait d'avoir une idée plutôt claire de ce que pourrait faire la Chine, ou continuer à faire, je pense simplement, pour 2025. Oui, alors très rapidement, la Chine a été avec la Russie, la Chine ne tire pas la couverture à elle uniquement, mais la Chine a été avec la Russie, on va dire, l'instigateur de la reprise des relations diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, donc les deux frères ennemis qui avaient coupé leurs relations diplomatiques en 2016, donc ça remonte quand même déjà à un certain temps, et la Chine donc a réussi à remettre ces deux acteurs autour de la table et à leur faire reprendre leurs relations diplomatiques globalement, et là je schématise très grossièrement, mais en leur disant, écoutez, je suis votre plus gros partenaire économique à tous les deux, j'ai beaucoup de projets le long des routes de la soie, les nouvelles routes de la soie, dans lesquelles vous êtes évidemment concernés, mais ça ne peut pas se passer si vous ne vous parlez pas et si vous êtes sur la route du conflit. Et globalement, je pense que tout le monde a vu midi à sa porte, et donc les relations diplomatiques ont repris en 2024. Ça a donné immédiatement lieu à un autre développement qu'on a oublié et qui malheureusement maintenant n'est plus trop d'actualité, mais c'est la réintégration de la Syrie dans la Ligue arabe. C'est une des conséquences de cette reprise des relations diplomatiques irano-saoudiennes. Donc ça, c'est on va dire sur le Moyen-Orient. Et sur le théâtre ukrainien, bien malgré son manque de réussite, mais ça on peut pas lui faire porter le chapeau, la Chine a dès le début proposé des plans de paix pour la Russie et pour l'Ukraine par deux reprises. C'était pas deux fois le même plan, c'était deux plans différents qui suivaient les évolutions sur le terrain, et ça a été évidemment balayé d'un revers de la main aussi bien par l'Ukraine, mais en fait beaucoup plus par le Royaume-Uni et les États-Unis. Donc voilà, donc la Chine essaye de jouer son rôle, même on va dire sous des latitudes assez éloignées
des siennes. Mais voilà, il est toujours un acteur qui est on va dire dans la résolution du conflit parce que on a cette image de la Chine, à juste titre, qui est une puissance commerciale avant d'être une puissance diplomatique. Et comme tout le monde le sait, la paix est on va dire, le critère numéro un pour garantir, on va dire, un commerce fluide et viable. Donc la Chine essaye un petit peu partout d'éteindre finalement les incendies qui sont allumés par les gémons anglo-américains. Pour des raisons différentes. Le hégémon anglo-américain, c'est pour garder on va dire, c'est pour sa primauté sur le monde entier en fait. Et la Chine, bah, c'est pour essayer de faire évoluer avec la Russie, avec d'autres pays, de faire évoluer la gouvernance mondiale, de faire évoluer les relations internationales dans un sens qui profitera à plus d'États que juste aux milliards dorés, comme on appelle, que sont les Occidentaux. Absolument. On parle aussi donc de la dimension économique, l'évolution de la nouvelle route de la soie, de nouveau, une nouvelle progression, hein, sur, les différentes infrastructures, les partenaires. On sait aussi que, la Serbie, par exemple, attend avec impatience, le fait que le port de Bâle et l'accès au port de Bâle, au Monténégro aussi, et que la connexion avec le Monténégro soit faite, hein, pour pouvoir, créer une nouvelle chaîne logistique qui, pourrait faire une croissance considérable sur le plan économique, avec un lien important, pour la Chine, parce que ce sont des ingénieurs chinois qui travaillent, hein, dans les montagnes pour faire, ces différents accès. Mais aussi, quand on parle d'économie, la fin de l'année 2024, enfin milieu, fin d'année, on a observé la guerre économique, c'est-à-dire la volonté de l'Union européenne de vouloir imposer ses velléités, des velléités non pas uniquement avec des intérêts pragmatiques économiques, mais surtout sous couvert d'idéologie, hein. On se souvient, hein, des pactes environnementaux et du changement profond des industries européennes et aussi donc de la relation au commerce qu'il peut y avoir. La Chine a mis en place, a répondu aux sanctions finalement, a mis en place des sanctions plutôt, pour répondre à la volonté de hausse des taxes de douane envers la Chine. On a eu aussi ça avec les États-Unis. Peut-être faire un rappel voilà, sur les différents événements assez importants et symboliques qui peuvent annoncer la guerre économique à venir de 2025. Effectivement, alors il faut remonter un petit peu dans le temps pour ça. Je pense que remonter à 2020, c'est déjà suffisant. En 2020, l'Union européenne avait négocié avec la Chine un traité global d'investissement, qui était un traité qui était vraiment été bénéfique aux deux côtés, et notamment l'Union européenne dans son accès que ça allait lui donner aux investissements chinois sur l'Europe. Et ce traité avait été annulé unilatéralement par l'Union européenne, juste après l'avoir négocié. Hein. L'Union européenne passe 2 ans à négocier un traité, et après la signature, le fait annuler sur un critère idéologique là aussi qui était cette fable médiatique dont on entend parler tout le temps mais dont on ne voit jamais aucune preuve, que ce qui est le génocide des Ouïghours en Chine. Et donc simplement sur une déclaration comme ça, le traité avait été annulé. Donc ça c'était le premier, on va dire, but contre son camp de l'Union européenne. Et plus récemment, il y a eu ces discussions sur les véhicules électriques chinois qui, soi-disant, étaient pas assez chers, qui étaient qui étaient importés en trop grande quantité. Le côté chinois a fait plusieurs concessions, a fait plusieurs propositions pour ne pas justement aller au conflit commercial. Mais tout ça, là encore une fois, avait été balayé par l'Union européenne. Il faut le rappeler, balayé par l'Union européenne, alors que l'industrie automobile européenne elle-même était contre l'augmentation des droits de douane sur les véhicules chinois, en disant que ça allait créer un climat délétère, et que sachant que toutes les marques françaises, allemandes, italiennes sont en joint venture avec des marques chinoises, évidemment, boycotter ou augmenter les droits de douane sur les véhicules chinois, ça allait forcément avoir un impact sur la relation des joint ventures en Chine. Mais là encore, l'Union européenne, au nom d'une idéologie et puis en fait du suivisme en fait qu'elle fait vis-à-vis des États-Unis, avait décidé d'aller outre les opinions et les recommandations de l'industrie automobile européenne et avait imposé des droits de douane supplémentaires sur les véhicules électriques chinois. Entre-temps, la Chine a répondu, des représailles sur le cognac français, mais ce qui est, on va dire, ce qui est rassurant, c'est que en dehors des déclarations diplomatiques européennes, des grandes déclarations médiatiques aussi en France et en Allemagne, dans la réalité, aussi bien les droits de douane imposés sur les véhicules électriques que les représailles sur les brandis, les cognacs français, en fait, sont toujours en négociation. À la baisse, on va vers un apaisement parce que c'était pas tenable et de toute façon, la Chine avait dit c'est tellement fantasque que ce sera attaqué devant l'OMC, ce que la Chine a fait. Et donc forcément, l'OMC s'est dit que, enfin, l'OMC étant saisi, l'Union européenne va se retrouver humiliée à la fin de l'enquête.
par la même, la- au même moment, la Chine a lancé une procédure au sein même de l'Union européenne, donc en fait pour attaquer la décision européenne par les mécanismes de règlement des différends européens. Donc je pense que le Parlement et la Commission se retrouvaient un petit peu coincés, savaient très bien qu'ils allaient vers une humiliation dans les mois à venir, donc il y a un petit peu de rétropédalage. Mais entre-temps, il y a d'autres dossiers qui ont été activés. Et là, ce qui est important, c'est de voir le vote qu'il y a eu au Parlement au mois de novembre, alors c'est un vote au Parlement, donc le Parlement européen n'ayant aucun pouvoir, c'est purement, on va dire, déclaratif, c'est non contraignant pour les institutions européennes, mais on sait qu'il y a quand même un très fort lobbying qui est fait sur le personnel politique européen et notamment sur le service d'action extérieure, donc le ministre des Affaires étrangères européen. Et en fait, ce vote qui est passé au Parlement européen, c'est un vote qui appelle à des mesures extrêmement hostiles à la Chine, mais de façon détournée cette fois-ci, c'est en passant par Hong Kong, pour en fait révoquer le statut diplomatique du bureau de représentation économique de Hong Kong à Bruxelles, pour sanctionner le chef de l'exécutif de Hong Kong, John Lee, pour appeler à la création d'un fonds de soutien à on va appeler des émeutiers en fait, hein, des gens qui avaient des émeutiers et des séditieux à Hong Kong qui s'étaient soulevés contre le gouvernement de Hong Kong suite au passage de la loi sur la sécurité nationale. Et donc là, on remonte. J'invite vos auditeurs à regarder les vidéos que j'avais faites sur Hong Kong, ce qui s'était passé à l'époque. Voilà. Donc en fait, là encore, l'Union européenne se permet de légiférer pour intervenir dans les affaires internes d'un pays, la Chine, parce qu'il faut se rappeler que Hong Kong, c'est la Chine, hein, depuis 1997, c'est revenu à la Chine, mais l'Union européenne, poussée par le Royaume-Uni et les États-Unis, continue de faire en fait de l'ingérence en fait dans les affaires internes de la Chine. Et là, donc ce vote est passé au mois de novembre. C'est en fait une piqûre de rappel, et là il faut toujours voir en fait l'influence américaine derrière. C'est que la Chambre des représentants en septembre 2024 a fait passer exactement le même vote à la majorité 413 contre 3. C'est passé que ce soit démocrate ou républicain. Là, c'est la seule chose sur laquelle ils s'entendent, c'est l'hostilité à la Chine. Et donc il y avait eu exactement le même vote aux États-Unis à la Chambre des représentants. Il n'y a plus qu'à le passer au Sénat, signature de Donald Trump derrière, et ce sera passé en loi. Donc je pense que pour 2025, rapidement, dans le mois qui vient, on peut s'attendre à quelque chose d'aussi, on va dire, d'aussi spectaculaire que la fermeture des 3 bureaux de représentation économique de Hong Kong aux États-Unis et du bureau à Bruxelles. Ça n'aura pas de très forte, on va dire, impact, de très fortes répercussions sur l'économie de la Chine. Il faut voir que Hong Kong, en 2018, pendant le premier mandat de Donald Trump, c'était 8% des exportations chinoises vers les États-Unis et 6% des importations chinoises en provenance des États-Unis. Donc c'était quand même quelque chose d'assez important. Maintenant, 6-7 ans plus tard, on est à 2-3%. À Hong Kong, c'est tout 3% du PIB, on va dire des échanges du PIB américain. Donc ça n'aura pas une très forte influence, ça aura plus d'influence en fait à la fin sur les prix finaux pour les consommateurs européens et américains, et ça n'aura pas de gros impacts sur l'économie chinoise. Par contre, ce sera tellement utilisé de façon médiatique, ce sera utilisé par l'administration Trump comme monnaie d'échange sur d'autres dossiers. Donc en fait, on voit la logique ici, c'est on crée un conflit absolument inutile, un conflit qui n'aura pas vraiment de répercussions ni économiques ni politiques, mais qui par contre vont donner des possibilités de négociation sur d'autres dossiers. Et le dossier principal, je pense, sur lequel on va pouvoir discuter souvent en 2025, ce sera en fait la façon dont l'Union européenne et les États-Unis vont forcer la Chine à réindustrialiser l'Occident, et pas seulement par des transferts d'usines, enfin par des délocalisations d'usines chinoises vers l'Europe, parce que ça c'est déjà un petit peu le cas. On a vu Stellantis et CATL qui ouvrent en Espagne. Il y a plusieurs, il y a Biadi qui va ouvrir, je crois que c'est au Michigan. Il y a Lixiang qui va ouvrir au Tennessee. Donc ça c'est déjà acté par les Chinois de contribuer à la réindustrialisation de l'Occident.
Par contre, ce que veut l'Occident, ce sont des transferts de technologie. Et là, ça va être plus compliqué. La Chine a vu venir le coup déjà. En décembre 2023, le ministère du Commerce chinois a mis à jour la liste des technologies interdites ou restreintes à l'exportation. Alors, il n'y a pas les voitures électriques dedans parce que c'est pas de la haute technologie. Mais par contre, il y a énormément de très haute technologie que la Chine refusera de transférer vers l'Occident. Je pense que c'est vers ça qu'on s'oriente. Ça va être vraiment un bras de fer pour forcer la réindustrialisation, les transferts de technologie de la Chine vers l'Occident, ce qui est un développement assez étonnant quand on pense qu'il y a pas 10 ans encore, c'était vraiment dans l'autre sens et on se imaginait même pas que c'était l'Occident qui allait quémander des transferts de technologie à la Chine. Mais bon, voilà, c'est 2025. Absolument, merci beaucoup pour ce résumé très synthétique, Laurent. Je le rappelle, on a cité un texte de loi qui est très peu connu, je pense, du public francophone de la part des Américains. C'était ce qu'on appelle le Hong Kong Human Rights and Democracy Act de 2019. Oui. Ça, c'est quand même important de noter ça parce que c'est vrai que dès qu'on parle d'économie, il y a plein de paradoxes. C'est-à-dire qu'on peut voir des entreprises chinoises en Occident, on peut voir des sanctions en termes d'exportation et d'importation. On se souviendra d'il y a quelques semaines, voire quelques mois, la sanction de la Chine suite aux menaces, encore une fois, mais cette fois-ci des États-Unis, de hausse des taxes de douane, c'est-à-dire en fait d'arrêter complètement l'exportation de terres rares et donc de ressources extrêmement importantes dans le domaine de la technologie. Laurent, tu as parlé de Hong Kong. Alors, je pense qu'il serait quand même nécessaire, parce que c'est un sujet qui est très important, mais qui est, à mon avis, très complexe, de comprendre un peu la spécificité de Hong Kong, c'est-à-dire quelle est la différence, quel est l'impact en fait du statut actuel de Hong Kong, qui d'ailleurs va être modifié par les Américains. Peut-être essayer de clarifier un petit peu, ou en tout cas, quand je dis clarifier, c'est expliquer peut-être pour les novices qui ne connaîtraient pas du tout cette zone, et encore moins son statut juridique et sa spécificité commerciale et diplomatique, nous parler un petit peu de l'importance de Hong Kong et donc de pourquoi tu t'es focalisé dessus et aussi pourquoi il faut avoir nos yeux rivés dessus. Effectivement, ce qui est menacé, en fait, plus que simplement les bureaux de représentation diplomatique, c'est un statut diplomatique, mais c'est des bureaux de représentation commerciale. Au-delà de ça, c'est le statut spécial douanier de Hong Kong qui est menacé par les États-Unis et par l'Union européenne. Pourquoi? Parce que depuis la rétrocession de Hong Kong à la Chine en 1997, Hong Kong a quand même réussi à faire valoir au gouvernement américain, au gouvernement de l'Union européenne et aux grandes instances financières et économiques mondiales que Hong Kong avait un statut spécial différent de la Chine en raison simplement de la différence de niveau de développement entre les deux entités et que donc il n'était pas logique de considérer Hong Kong comme un pays en développement ou de considérer Hong Kong comme une simple porte d'entrée sur la Chine. Donc Hong Kong avait réussi à négocier un statut douanier spécial qui fait que en fait les marchandises chinoises qui sortiraient par Hong Kong, qui seraient importées qui seraient importées par exemple aux États-Unis en Europe par Hong Kong, seraient moins taxées que si elles étaient importées directement de Chine. Voilà. Donc c'est ce statut, parce qu'il faut bien savoir que c'est pas l'industrie manufacturière de Hong Kong qui en fait une place importante sur la carte. L'industrie manufacturière à Hong Kong, c'est 1% du PIB de Hong Kong. C'est pas là-dessus que Hong Kong gagne son argent, et c'est la porte d'entrée, comme je disais, c'était 8%, entre 6 et 8% des échanges entre la Chine et les États-Unis et l'Europe, ça passait par Hong Kong. Et donc à ce titre-là, il y avait des tarifs douaniers spéciaux pour Hong Kong qui sont maintenant menacés. Alors, comme je disais, ça n'aura pas un énorme impact économique sur Hong Kong. Par contre, je veux dire, une avancée vers, on va dire, c'est une escalade en fait, dans la dispute, parce que forcément, si on ferme 3 bureaux de représentation commerciale de Hong Kong dans le monde, ça tend forcément à des représailles de la Chine. Alors, les représailles de la Chine ne seront pas forcément identiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément des fermetures de bureaux de représentation économique de l'Union européenne en Chine, mais ça peut être sur d'autres dossiers. La Chine a beaucoup de leviers justement pour faire entendre raison. Et donc, c'est un premier pas vers l'escalade. C'est exactement ce que recherche l'hégémon anglo-américain. C'est une escalade avec la Chine, une escalade d'abord commerciale, technologique, et même on parle d'escalade militaire. Les États-Unis en parlaient d'un horizon à 2027. Voilà. Donc, en fait, on se rend compte que toutes les négociations commerciales, en fait, sur lesquelles l'Occident, qui est complètement désindustrialisé, n'a plus vraiment
de moyens de pression. C'est pour ça que toutes ces questions sont créées à partir de rien, ou instrumentalisées, ou on va dire déformées. La question des droits de l'homme à Hong Kong, du génocide au Xinjiang, le Tibet, des choses comme ça, c'est systématiquement ramené dans les conversations économiques et commerciales avec la Chine. Parce que du côté commercial, aussi bien l'Union européenne que les États-Unis n'ont pas ce qu'il faut pour faire entendre leur point de vue à la Chine. Donc c'est pour ça qu'on vient systématiquement avec cette espèce de hauteur morale sur les droits de l'homme, sur les droits de la presse et des choses comme ça. Et c'est comme ça qu'il faut décrypter en fait l'information sur Hong Kong, qu'il faut décrypter l'information sur le Xinjiang. C'est uniquement à un but de négociation commerciale avec la Chine. On peut bien imaginer que aussi bien les Américains que les Européens se fichent complètement du destin des Ouïghours. Ils sont incapables de mettre le Xinjiang sur une carte. Ce qui est très intéressant, c'est ce que font remarquer d'ailleurs plusieurs commentateurs chinois, c'est qu'ils disent, mais en Occident, on a quand même l'impression qu'il y a beaucoup d'islamophobie et beaucoup de sinophobie. Mais alors pourquoi est-ce que vous êtes tombé amoureux des musulmans chinois? Voilà, donc c'est une bonne question. Pourquoi est-ce que les musulmans chinois attirent autant la sympathie des Européens qui en même temps sont éventuellement accusés d'islamophobie et de sinophobie? Voilà. Absolument, hein, et on se rappellera le collectif d'artistes médiocres français avec des Omar Sy ou autres qui se mobilisaient et en faisaient un cheval de bataille. On ne sait pas pourquoi ils en faisaient un combat principal, alors qu'à mon avis, il y avait des causes populaires centrées sur la France qui auraient pu être sélectionnées par ces personnes. Il y a aussi un autre aspect pour Hong Kong qui nous permettra donc de faire une transition sur un autre sujet qui a été à la fois abordé par Xi Jinping lors de son discours, mais qu'on a abordé aussi lors de précédentes émissions et qui sera un point de tension qui est directement connecté avec Donald Trump. C'est qu'il faut savoir que Hong Kong, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, pour les spectateurs, parce que ça commence à faire beaucoup là en termes de cours de géographie, c'est vrai que ça peut paraître très complexe, c'est qu'il y a quand même une position stratégique. C'est au sud-est de la Chine, c'est connecté à la mer de Chine méridionale, c'est au sud-ouest de Taïwan. Et donc, on a une importance, c'est-à-dire que là, on parle d'un contact, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des transferts, des transits et donc des opérations qui peuvent être menées. Et donc, ça nous ramène au sujet de Taïwan. Taïwan, qui a donc, avec Xi Jinping, qui a rappelé tout simplement qu'il ne pourra pas y avoir de division, ou en tout cas, c'est-à-dire empêcher l'union logique de Taïwan avec la Chine. On se souviendra quand même des propos de Donald Trump, qui donc va prendre le pouvoir de manière effective le 20 janvier. Donald Trump qui avait expliqué que les Taïwanais allaient devoir payer leur propre sécurité. Un petit rappel donc peut-être de la situation en Taïwan, c'est-à-dire les moments importants de 2024 et là ce qu'il faudrait attendre en 2025 et même peut-être nous dire si ça va être un point qui va rester en statu quo ou si on peut avoir un acte déterminant à Taïwan pour 2025. Effectivement, d'abord, je pense qu'il est important de faire comme tu l'as fait, de rapprocher en fait Hong Kong et Taïwan parce que en fait la problématique est liée. À savoir que en fait Hong Kong est instrumentalisé en fait pour arriver à une conclusion dans les médias occidentaux qui sera que un pays deux systèmes, qui est en fait on va dire le schéma de gouvernance entre la Chine et Hong Kong suite à la rétrocession de Hong Kong en 1997, puisque Hong Kong jouit d'un certain nombre de libertés dont ne jouissent pas leurs concitoyens en Chine continentale. Donc, un pays deux systèmes, en fait, c'est la façon dont la Chine a trouvé pour gérer, en fait, la réintégration d'une colonie qui est passée 100 à 150 ans sous domination occidentale. Forcément, les gens sont différents, forcément, la culture est différente, et donc on ne pouvait pas réintégrer, il n'était pas désirable pour la Chine de faire de Hong Kong une autre ville chinoise comme une autre. Et la spécificité de Hong Kong, il n'y a pas que les Hongkongais qui y tiennent. Le gouvernement chinois tient énormément à la spécificité de Hong Kong parce que je disais, c'est une fenêtre vers l'extérieur, c'est un centre financier mondial, donc il n'était pas du tout question pour la Chine de réintégrer Hong Kong et d'en faire une ville chinoise comme les autres. Voilà. Et donc, en fait, c'est là qu'on voit cet acharnement médiatique et politique occidental sur Hong Kong, c'est pour essayer de prouver qu'en fait, un pays de système ne marche pas parce que ça serait le schéma, s'il marchait, si c'était un succès, et d'ailleurs il est en passe d'être un succès, qui pourrait être proposé à Taïwan en disant, mais vous voyez, Hong Kong a été récupéré de cette façon-là, ça s'est bien passé, ils ont gardé 90% de leurs prérogatives, et c'est quelque chose qui pourrait être proposé à Taïwan. Ce qui serait d'ailleurs très tentant pour les Taïwanais. C'est bien là d'ailleurs que l'hégémon anglo-américain a compris, il fallait casser ce modèle pour qu'il ne soit pas attrayant
pour la population taïwanaise. Sachant que la population taïwanaise est, on va dire, est beaucoup plus facile à réintégrer dans la mère patrie chinoise que les Hongkongais. Les Hongkongais ont réellement passé 150 ans sous domination anglaise en plus. Donc c'était pas comme les Taïwanais qui ont passé 5 ans sous domination japonaise, donc quand même asiatique, donc quand même assez, un peu plus proche culturellement. Donc c'est beaucoup plus facile en fait pour les Taïwanais de leur faire, on va dire, accepter le fait qu'ils ne vont pas être réintégrés comme une province de la Chine gérée de la même façon que toutes les provinces en Chine, mais d'avoir un statut spécial qui lui permettrait finalement, à part la défense nationale et peut-être à part la diplomatie, pour en fait garder toutes ces autres prérogatives. Ce serait quelque chose qui serait très attrayant. Il faut bien voir que c'est pas une fable. Hein, et dans les années 2008 à 2016, le président à l'époque, c'était Ma Ying-jeou, qui était le président du Kuomintang. Et sous ces 2 mandats qu'il a passé à la tête de Taïwan, les relations avec la Chine étaient apaisées. Elles étaient, le commerce était florissant, il y avait des échanges dans les 2 sens, il y avait énormément de touristes chinois qui venaient à Taïwan, qui faisaient vivre l'économie, les investissements dans les 2 sens étaient florissants. Donc on était vraiment sur la route on va dire, d'une réintégration douce, de facto et sur le long terme. Vraiment, en plus, on pourrait dire la façon chinoise de régler les conflits en général. Et ça, il a fallu mettre fin à tout ça. Et donc, 2016, gouvernement indépendantiste arrivé. Bon, la présidente du gouvernement indépendantiste, Tsai Ing-wen, une stagiaire du National Endowment for Democracy, donc une branche de la CIA. Et puis, elle a été réélue justement grâce aux émeutes à Hong Kong, elle était en passe de perdre les élections en 2020. Et suite aux émeutes à Hong Kong, elle avait dit qu'elle accueillerait tous les dissidents persécutés à Hong Kong. Et donc finalement, avec le tam-tam médiatique qu'il y a eu derrière en Occident, elle a réussi à se faire élire une 2e fois. Donc c'est ça que c'est en fait c'est le modèle de Hong Kong, s'il était un succès, pourrait être proposé à Taïwan. Et ça, c'est la peur qu'ont on va dire les stratèges de l'hégémon anglo-américain, c'est que finalement la réunification entre la Chine et Taïwan se fasse de la volonté même des Taïwanais. Voilà. Tout à fait. C'était la première partie de ta question. La deuxième partie, c'est un petit peu à quoi il faut s'attendre en 2025. Surtout quand on parle, excuse-moi de te couper Laurent, mais c'est parce que pour rajouter, parce que c'est vrai que je fais toujours l'erreur de poser plusieurs questions en même temps, mais c'est pour rajouter, c'est qu'aussi on a eu en cette fin d'année, suite aux élections américaines et à la victoire de Donald Trump, on a eu donc plus d'informations sur le cabinet, l'administration à venir, et donc comme on a pu voir qu'il va y avoir beaucoup de personnalités sinophobes, comme on dit, hein, Oui. là on peut, je pense, s'attendre donc à une évolution sur la situation taïwanaise. Oui, alors effectivement, l'administration Trump, ils ont aussi engagé son cabinet. Déjà, il n'y a pas une seule personne qui l'avait engagé dans son premier cabinet, ce qui est étrange, parce qu'on pourrait se dire, il a quand même bien dû trouver 2 ou 3 personnes dans son précédent cabinet qui lui avaient donné satisfaction, et donc il aurait dû les reprendre là. Mais non, apparemment, on voit qu'il y a quand même une imposition qui est faite d'ailleurs. Il y a un cabinet sombre derrière lui qui lui dicte un petit peu les nouveaux membres de son cabinet. Donc effectivement, ce sont des gens, on voit, on va dire, vers un transfert de la russophobie plus vers la sinophobie sous le mandat Trump 2.0. Sur la question taïwanaise, effectivement, il y a quand même quelques sujets d'inquiétude. Donc le nouveau président taïwanais qui a été élu en début d'année, là, enfin en novembre dernier, mais qui a pris ses fonctions en janvier 2024, c'est un président indépendantiste, mais qui n'a pas la majorité au Parlement. Donc, il ne pourrait pas déclarer l'indépendance même s'il le voulait. On sait qu'il le veut, il l'a répété plusieurs fois, mais il est dans l'impossibilité de le faire puisqu'il n'a pas la majorité au Parlement. Il y a 2 partis d'opposition, le Kuomintang et le TPP, qui sont largement majoritaires et donc ils pourraient bloquer toute volonté de déclarer une indépendance. Là-dessus, il s'est passé un développement qui a complètement été passé inaperçu en Occident, mais qui est très important. C'est que le Parlement taïwanais, donc justement les 2 partis d'opposition, qui sont, on va pas dire pro-Chine, mais qui sont pour une bonne relation avec la Chine, ont passé une loi qui leur donne en fait un pouvoir de contrôle et on va dire de surveillance accrue sur le palais présidentiel, l'armée, les médias, des choses comme ça. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Parce qu'ils ont fait la même analyse que je viens de décrire, c'est que ce gouvernement indépendantiste ne peut pas obtenir l'indépendance ou déclarer l'indépendance puisque ça serait bloqué par le Parlement.
Donc, il y a la seule façon qu'il pourrait le faire, ce serait par la déclaration d'une loi martiale. La loi martiale qui donc entraînerait l'arrestation des dirigeants des partis d'opposition, l'interdiction des manifestations, le contrôle des médias, la fermeture de certains médias. Voilà. Donc ça serait la seule façon en fait de déclarer l'indépendance, ce serait de faire en fait un coup d'État comme il s'est passé en Corée du Sud il y a quelques semaines. Et donc le Parlement taïwanais s'est voté des pouvoirs de surveillance accrus en disant justement on veut garder un œil sur ce que fait sur les communications entre le palais présidentiel et l'armée, entre l'armée et puis d'autres institutions de défense nationale. Parce qu'ils sentent venir le coup. Et de façon très intéressante, c'est exactement ce qui s'est passé en Roumanie, c'est exactement ce qui s'est passé, je crois que c'était en Moldavie, je crois. La Cour constitutionnelle de Taïwan a annulé cette loi en disant c'est inconstitutionnel, sans donner de raison particulière. Donc en fait, de facto, les 11 juges de la Cour constitutionnelle de Taïwan qui ont tous été nommés par l'ancienne présidente indépendantiste taïwanaise. Et là encore, donc grand débat à Taïwan sur pourquoi est-ce que dans une démocratie où il y a une séparation des pouvoirs, la Cour constitutionnelle est intégralement nommée et uniquement nommée par la présidente. Pourquoi est-ce que les autres sages en France, hein. Voilà. Et donc on voit que la Cour constitutionnelle, en fait, c'est la nouvelle manière pour le géant anglo-américain de faire la guerre, en fait, aux gouvernements qui ne lui sont pas soumis, c'est de faire, en fait, la guerre juridique, en fait. C'est-à-dire, on fait des coups d'État juridiques. Et c'est là que l'exemple sud-coréen est très intéressant, c'est que, bon, il y a eu un coup d'État qui était une fabrication entière hein, de président qui, en fait, avait créé une fausse invasion, une fausse attaque de drone, une fausse invasion de soldats nord-coréens avec des dizaines de types habillés en soldats nord-coréens qui sont en fait sud-coréens. Il était prévu d'aller assassiner des gens dans le Parlement coréen. Et bon, ce coup d'État, cet auto-coup d'État, en fait, c'était une prise du pouvoir, un putsch, en fait, pour faire taire l'opposition définitivement, a échoué. Et c'est là qu'il faut voir, il faut l'étudier pour se dire, en fait, la même chose pourrait se passer à Taïwan. Et là, connaissant la présence de l'armée américaine sur le sol taïwanais et connaissant l'importance en fait du dossier taïwanais dans la main des États-Unis depuis les années 50 comme vraiment comme monnaie de négociation avec la Chine, on peut imaginer que l'implication de l'armée américaine serait supérieure à ce qu'elle a été en Corée du Sud. Voilà, donc c'est vraiment ce à quoi il faut. Je dis pas que c'est ce à quoi il faut s'attendre, mais c'est quelque chose qui pourrait arriver. Et là, on vient d'en avoir la démonstration dans une autre démocratie entre guillemets est-asiatique. Bien sûr, merci pour ces rappels et surtout sur le point sud-coréen qui a aussi été un événement important en 2024. Malheureusement, je pense que beaucoup de Français, je ne parlerai pas de notre public et ceux qui s'intéressent aux médias alternatifs et donc aux sujets géopolitiques, mais on va dire que la majorité de la population, quand ils pensent à la Corée du Sud, eh bien, ils pensent aux jeux vidéo ou ils pensent au fait simplement de partir en tourisme là-bas pour aller manger, écouter de la K-pop qui est extrêmement populaire. Enfin, je veux dire, vraiment, l'influence culturelle est colossale et qui est héritée d'ailleurs de l'influence américaine, qui nous permet de comprendre à quel point il y a une influence des États-Unis. Cependant, c'est un acte majeur qui est profondément à noter, c'est-à-dire une haine profonde et ravivée avec la Corée du Nord et qui peut être totalement instrumentalisée par les États-Unis, surtout quand on voit les nouvelles actions de la Corée du Nord, c'est-à-dire la collaboration avec la Russie, puis toute la machine médiatique occidentale qui a voulu absolument nous faire croire qu'il y avait des soldats nord-coréens sur le front ukrainien et que des dizaines de soldats ont été retrouvés morts ou autres. Il y a eu des fausses images modifiées par l'IA, diffusées par le Daily Mail anglais qui utilisaient l'IA pour transformer des soldats en asiatiques, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé l'IA pour faire des yeux bridés, mais c'est hallucinant, hein. C'est un article qui a été retiré en 5 minutes parce que là c'était un peu excessif je pense, mais cependant c'est qu'il n'y a aucun élément factuel qui ont pu être amené, mais c'est qu'on voit que c'est un point de tension et une zone encore une fois très stratégique pour les États-Unis. Voilà, c'est quand même important de le noter. Ce qui me permet donc, Laurent, parce qu'il nous reste encore quelques minutes, mais il y a beaucoup de sujets évidemment abordés, mais je pense qu'il est fondamental pour continuer ce fil conducteur avec le discours de Xi Jinping, c'est qu'il a aussi célébré, alors si je ne me trompe pas sur l'année, c'est la 75e année de coopération avec la Russie, si je ne me trompe pas, je crois que c'est la 75e. Oui, parce qu'en fait, la Russie a reconnu la Chine, la République populaire de Chine, dès sa création. Donc, effectivement, c'est la plus longue collaboration diplomatique qu'a la Chine, et avec quelques autres pays, je crois, qui ont reconnu également en 1949.
Mais effectivement, c'est une coopération, et donc aussi bien dans les discours des vœux du président Xi Jinping que de Poutine, je crois, les deux présidents ont dit que la relation était à un point, on va dire, de collaboration qui n'a jamais été atteint dans leur histoire auparavant. Il a été déclaré par l'ambassadeur de Russie à Pékin que Xi Jinping préparait une nouvelle visite à Moscou en 2025, et Poutine viendra en Chine au mois d'août à Tianjin pour le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Là aussi, j'invite vos auditeurs à aller sur ma chaîne Valise Diplo, parce que j'ai fait une émission spéciale sur l'Organisation de coopération de Shanghai. Et donc, c'est une organisation qui a été principalement créée par la Chine et par la Russie, on va dire dans un objectif de pacification de toute l'Asie centrale. C'était un endroit dans lequel les gémons anglo-américains voulaient verser de l'huile sur le feu, puisque c'est exactement, on va dire, inséré entre la Russie et la Chine. Donc, si c'était une zone une zone chaotique, ça conviendrait parfaitement on dire, pour arriver aux objectifs de l'hégémon anglo-américain contre ces deux ennemis idéologiques que sont la Chine et la Russie. Voilà. Donc effectivement, la coopération russo-chinoise va s'intensifier en 2025. Le commerce, 240 milliards de commerce bilatéral cette année. C'était l'objectif pour la fin de l'année, ils l'ont atteint 3 mois avant. Ça va encore en augmentant. Donc effectivement, je pense que l'hégémon anglo-américain se fait un petit peu de soucis, parce qu'il a vraiment créé un adversaire quand on voit les déclarations de Brzezinski dans les années 70, il disait le pire cauchemar que pourraient vivre les États-Unis, c'était si la Chine et la Russie s'entendaient. Voilà, c'est ce qu'ils ont réussi à faire en quelques années. Tout à fait, tout à fait. Et il y avait aussi d'autres citations sur l'Europe, hein, qu'il fallait absolument garder sous contrôle et de manière éclatée. Il ne fallait surtout pas que la France aussi puisse avoir de saines relations avec la Russie. C'était nécessaire, et on voit le résultat aujourd'hui, hein, encore une fois. Laurent, dernier point que moi, en tout cas, je souhaite aborder avec toi, et je te laisserai aussi aborder. Je crois que c'était les points que tu souhaitais aborder, hein, dont on a pu parler tout à l'heure, c'est-à-dire sur la situation de Hong Kong. Mais s'il y a un dernier point, tu auras la liberté de pouvoir t'exprimer dessus. Évidemment, un sujet qu'on ne peut pas ignorer, sur lequel on est obligé de faire un commentaire le plus synthétique possible, hein, parce que c'est un sujet colossal. Le Sud global, également cité par Xi Jinping. 2024, l'année des BRICS, hein, je pense qu'on peut dire ça, avec le sommet de Kazan très symbolique, de nouveaux membres, hein, une liste d'attente longue comme le bras de personnes qui souhaitent rejoindre les BRICS maintenant. Quelle place, quelle puissance de la Chine au sein des BRICS? Et surtout, est-ce que les BRICS peuvent servir finalement, est-ce vraiment une coopération égale avec les pays membres qui rejoignent les BRICS, ou alors on peut dire que ça peut être une extension de l'empire chinois? Alors, la question est polémique, mais Oui, il y a pas d'empire chinois déjà. Il n'y a pas de volonté impériale chinoise non plus. Par contre, très clairement, il y a la Chine depuis la nuit des temps tient à cœur d'avoir des bonnes relations avec ses voisins. Alors, c'est vrai que c'était sous la période impériale chinoise, c'était des relations, on va dire de vassal à suzerain. Donc, c'était des relations qui étaient inégales. Mais pour l'instant, en tout cas, il y a rien qui indique que la Chine ait l'intention de développer des relations inégales avec qui que ce soit. C'est ce qu'on voit justement dans les BRICS, c'est que les BRICS, il n'y a pas de secrétariat, il n'y a pas c'est pas une nouvelle ONU, c'est pas un nouvel OTAN, c'est quelque chose qui est assez informel, qui est basé sur la collaboration, sur le respect justement, sur la non-ingérence dans les affaires des autres. Et c'est quelque chose justement qui désarçonne complètement les commentateurs occidentaux, parce que c'est un modèle qui est tellement éloigné justement on va dire du mental occidental, enfin surtout anglo-saxon, anglo-américain, je dirais, qui est en fait si on est le plus fort, il faut dominer et écraser les autres, c'est naturel. Et donc ils se disent, mais forcément, si la Chine devient forte et puissante, elle va vouloir dominer et écraser les autres également. La Chine a bien compris justement qu'il fallait pas tomber dans ce piège-là, qu'il y avait vraiment, et là justement le succès des BRICS, le succès des nouvelles routes de la soie, le succès de l'Organisation de coopération de Shanghai et d'autres organisations comme ça qui sont même poussées par la Russie, c'est justement le fait d'apporter un modèle alternatif. Le monde entier ne se cherche pas un nouveau maître, à part l'Union européenne justement. L'Union européenne qui est en train de se dire, ah bon, mais le maître américain est un petit peu abusif,
Mais enfin, bon, s'il fallait passer sous un maître chinois, bon, ça ne me convient pas tellement. Mais on va dire, il y a qu'en Europe, on n'arrive pas à avoir la mentalité, on va dire, souveraine, de se dire, mais je ne veux pas être sous domination chinoise, mais je veux pas être sous domination américaine non plus. Ça, c'est un discours qu'on n'arrive pas à avoir en Europe, pas pour l'instant en tout cas. Mais dans le reste du monde, notamment le Sud global, il y a vraiment un ras-le-bol de cette unipolarité, enfin, qui est menée par les États-Unis et puis qui est suivie par la France, l'Angleterre, toujours avec ces discours qui dégoulinent de bien-pensance et de droits de l'homme, mais on voit très bien que ça se termine toujours par des bombes et du McDonald's et Hollywood, donc ça convient plus à personne. Donc les gens se tournent vers un modèle alternatif. Si la Chine avait les mêmes ambitions hégémoniques, elle ferait aussi peur que les États-Unis et personne n'irait se mettre dans ses bras. Donc voilà, je pense que c'est ce qu'il faut voir, c'est le modèle alternatif que propose la Chine. Après, lui faire un procès d'intention en disant oui, mais pour l'instant, il la joue coopératif, mais après, ça reste du procès d'intention. Je trouve qu'un modèle qui est présenté comme il est présenté actuellement, de coopération, de respect entre les peuples, quelle que soit leur importance démographique, quelle que soit leur importance économique, quelle que soit leur importance militaire, moi, c'est quelque chose qui me convient, qui je trouve qu'il faut faire connaître. Après, si un jour la Chine commençait à avoir une tentation hégémonique comme les États-Unis, je serais le premier à m'élever contre, bien évidemment, comme tout le monde. Mais je pense qu'il ne faut pas tomber justement dans ce travers de faire de la projection, en fait, en se disant, mais c'est comme ça que nous, les Occidentaux, avons fait. On a colonisé, on a fait des choses comme ça. Donc, est-ce que c'est pas la prochaine étape pour la Chine? Non, c'est pas la prochaine étape parce que justement, elle a un modèle à ne pas suivre. C'est quand même beaucoup plus facile pour elle, finalement. Elle peut analyser les erreurs de l'Occident et proposer un modèle qui sera plus universel. Sachant que la tentation d'universalité est toujours dangereuse. Mais je pense que la Chine est justement assez tournée vers elle-même pour qu'à partir d'un certain temps, d'un certain moment, quand elle aura vraiment tranquillisé en fait toute sa périphérie, qu'il y aura plus cette présence de l'armée américaine à Taïwan, en Corée du Sud, au Japon, à Singapour, avec cette menace permanente, et puis la guerre hybride qui lui est menée depuis 15 ans, quand ça se sera terminé, je pense qu'on verra un retour de la Chine sur elle-même, parce que fondamentalement, c'est comme ça que les Chinois ont toujours fait, c'est prospérité interne, prospérité modérée et bonne relation avec le voisinage. Ça leur suffit. Et je pense que c'est tout le sens de la multipolarité. En fait, c'est que chaque État dominant dans une région devrait avoir cette sagesse de dire, mais moi, je suis là pour assurer la paix et la prospérité dans mon entourage. Et si chacun fait ça sur 3-4 pôles mondiaux, on aura fait des grands progrès dans l'humanité. Absolument, j'ai fait exprès de poser cette question parce que je pense qu'il sera nécessaire de répéter, de transmettre ce message-là, qui est fondamental, c'est on assiste à un changement de paradigme sur le plan géopolitique et potentiellement économique. On verra comment va réagir le marché du dollar et la politique trumpienne. Mais c'est que une des grandes problématiques que l'on a en Occident pour comprendre le monde, c'est qu'on on est bloqué par notre propre prisme analytique. On a du mal à imaginer qu'il peut y avoir d'autres systèmes mondes, une autre civilisation. Et encore une fois, je le rappelle, ça a été un sujet longuement abordé dans ton ouvrage que je ne peux encore une fois que recommander, voire même ordonner, si j'en avais le pouvoir, d'acheter, comprendre la relation Chine-Occident. Et ça fera l'objet de tout un article dans la revue mensuelle Géopolitique profonde sur la voie médiane. C'est très difficile de se projeter et de penser avec un système qui n'est pas le nôtre. Et pourtant, il est nécessaire aujourd'hui parce que, encore une fois, il faut le rappeler, que représente le Sud global aujourd'hui? Eh bien, en termes démographiques, c'est colossal. En termes de PIB mondial, ça commence à devenir de plus en plus important et même majoritaire. Et après, il faudra voir les innovations technologiques, etc. C'est un autre monde qui est en train de se créer. Et pour ça, il faut avoir transmettre ce discours-là pour avoir une vision claire de l'évolution du monde et surtout transmettre un message. Si on arrive à développer une souveraineté française ou, ou même européenne, à viser une collaboration intelligente. Merci beaucoup Laurent pour toutes ces analyses. Est-ce qu'il y a un dernier point qui te semble important à aborder, soit un fait marquant de 2024 ou sinon une actualité qu'il faudra surveiller au courant de l'année en 2025 dont on parle peu? Écoute, rien ne me vient à l'esprit là immédiatement. Je pense qu'on a fait le tour pour 2025, ce qu'il faut regarder, ce qu'il faut surveiller. Et puis, effectivement, s'il y a des développements nouveaux, je suis à votre disposition.
Eh bien, parfait, tout simplement. Merci beaucoup, Laurent, d'avoir participé à cette première matinale de GPTV Oui, de l'année 2025. Je le rappelle encore une fois, vous pouvez suivre Laurent Michelon et je vous le conseille sur ses réseaux sociaux. Vous avez sur Telegram, mais aussi sur X et la chaîne Valise Diplo, une chaîne très importante, extrêmement intéressante. On avait pu faire d'ailleurs différentes chroniques sur des sujets qui étaient développés plus en profondeur. Par exemple, des salons technologiques d'aéronautique. Voilà, il y a plein oui. de points d'actualité importants qui ne seront jamais abordés par l'actualité des médias mainstream et pourtant ils sont importants à noter et surtout ça rend le sujet absolument passionnant et plus clair. Voilà, merci beaucoup Laurent et on va pouvoir passer avec Nicolas Stocker pour conclure cette matinale. Bonne journée Laurent, encore une fois bonne année 2025 et surtout à la prochaine pour une autre chronique. Bye.